Ce drame se déroulait dans une partie de notre corps et nous n'avons aucune excuse. Il faudra que nous expliquions à nos enfants, à nos descendants, pourquoi nous n'étions pas là. Nous qui avons déjà subi dans l'histoire la traite, les traites négrières, qui avons subi la colonisation, ce jour-là, lorsque certains des nôtres massacraient les Tutsis, nous étions absents. Il faut réfléchir. Je ne vais pas redire ce qui a été dit et très bien dit par moi, qui est exprimé dans les expositions, qui a été dit par moi, pardon, par tous ceux qui m'ont précédé et qui est exprimé de manière vivante, tangible, dans les expositions dans la salle des pas perdus. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Je voudrais simplement faire quelques commentaires. Rappeler un chiffre, un massacre de 800 000, 1 million de victimes. 1 million de victimes, qu'est-ce que ça représente? C'est comme si on avait éliminé tous les gens de Djibouti, tous les habitants de Comores ou de Chypre ou encore de Trinidad et Tobago. Voilà l'ordre de grandeur du génocide contre les Tutsis. On a dit, et je n'ajouterai rien en le répétant, mais quand même, il faut dire la chose pour ne pas avoir peur des mots et souligner qu'il s'agissait d'actes odieux. Ils étaient odieux parce que ce n'était pas à l'occasion d'une guerre contre d'autres combattants. Ce n'étaient pas des gens qui se battaient au nom d'idées. Le massacre, les tueries ont été perpétrées contre des gens qui n'avaient qu'un seul défaut, c'était d'appartenir à une communauté, la communauté Tutsi. Des gens ont été tués pour ce qu'ils étaient, comme cela avait déjà été perpétré dans l'histoire lors de la Shoah. Il y a ainsi une chaîne qui s'établit d'un moment de l'histoire à l'autre, d'un continent à l'autre. Des gens ont été tués parce qu'ils étaient différents de leurs bourreaux et parce que ces bourreaux ne les considéraient plus comme des hommes, mais comme des animaux. On frissonne quand on revoit les films qui témoignent de ces moments-là, lorsque dans la radio Mille Collines, le commentateur, après avoir annoncé le bilan d'une tuerie, se met à entonner un chant, presque à danser. Il est dommage que l'Afrique, comme la communauté internationale, n'ait pas bougé à ce moment-là. Madame la directrice générale, vous avez tout dit en disant cependant qu'il fallait tourner la page. Mais que veut dire tourner la page? Ça veut dire tirer les leçons. Il ne s'agit pas d'arracher la page. Et les leçons, elles demandent un certain nombre d'actes. D'abord, de punir les coupables. Ensuite, il y a
le travail. La page ne doit pas être arrachée, elle doit être affichée dans des musées, dans des lieux, elle doit être commentée, elle doit être expliquée pour l'éducation, non pas simplement des jeunes Rwandais, pas simplement des jeunes Africains, mais du monde entier, ce monde qui est notre famille. Et peut-être que si en nous retournant vers l'UNESCO, que nous trouverons la source de l'inspiration de l'action qui doit être la nôtre, rappelez-vous la phrase qu'on attribue au poète américain Archibald MacLeish, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les barrières de la paix. » Il s'agit de créer une autre culture. Il s'agit de faire en sorte qu'on ne voit plus en l'autre, celui qui est de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la montagne, qui n'a pas les mêmes tatouages que moi, qui n'a pas les mêmes coutumes, de ne pas voir en lui quelqu'un qui n'appartient pas au genre humain, mais de voir en lui un autre humain. Il faut tourner la page pour continuer à écrire l'histoire de l'humanité, mais ne l'arrachons pas. Elle doit rester, elle ne doit pas non plus rester enfouie dans les pages suivantes, elle doit être exposée, elle doit servir à l'éducation de ceux à qui la responsabilité du devenir de l'humanité appartient. Je vous remercie.
Je remercie au nom de tous M. Amaury Koito pour sa magnifique interprétation de cette sonate de Bach. M. Koito est violon solo de l'Orchestre philharmonique de Radio France. L'UNESCO et la délégation permanente du Rwanda ont souhaité inviter pour cette soirée deux chercheurs qui ont beaucoup œuvré pour la reconnaissance du génocide, pour son enseignement dans les écoles et les universités. L'un d'eux, M. Jean-Pierre Chrétien, que beaucoup connaissent dans cette salle, est historien, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, spécialiste de l'Afrique et des Grands Lacs. Il a publié de nombreux ouvrages de référence sur l'histoire du Burundi et l'histoire du Rwanda. L'autre, Marcel Kabanda, président de Buka France, est également historien, co-auteur avec Jean-Pierre Chrétien de deux ouvrages sur le génocide des Tutsis. Ce sont deux passeurs de mémoire que nous sommes très heureux d'accueillir ce soir. J'appelle tout d'abord M. Jean-Pierre Chrétien à me rejoindre. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'association Ibuka, je mesure l'honneur qui m'est fait en me demandant d'intervenir ici. Je mesure surtout la gravité de ce moment où nous commémorons, dans le cadre de l'UNESCO, le 20e anniversaire du génocide perpétré au Rwanda contre les Tutsis en 1994. L'émotion est incontournable. Je ne peux pas oublier l'angoisse que les gens qui connaissaient ce pays, qui y avaient des amis et qui ont aussitôt compris ce qui s'y passait en 1994, ont éprouvé durant 3 mois en voyant que leurs inquiétudes, leurs protestations, leurs témoignages ou tout simplement leurs explications n'étaient guère entendues ni en haut lieu ni dans les médias. En parlant ici, je ne peux oublier mes anciens étudiants d'histoire, devenus professeurs à l'Université nationale du Rwanda, qui ont disparu durant le génocide avec de nombreux membres de leur famille. Jean Nepomucène Kourliki Mfura, Jean Rumia, je pense à vous. Ce 3e génocide du XXe siècle a frappé, d'avril à juillet 1994, les Tutsis du Rwanda, emportant au passage aussi ceux de leurs compatriotes Hutus qui avaient refusé de se joindre à cette horreur. Cette tragédie n'est pas un simple épisode de l'histoire d'un pays d'Afrique, niant l'humanité de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, étiquetés en fonction de leur naissance. Un génocide interpelle toute la communauté humaine. Donc, cette commémoration, je le vois bien, je le sens bien, a toute sa place dans cette enceinte internationale. La dimension historique de l'UNESCO elle-même, dans le cadre des Nations Unies, doit être soulignée ici. L'UNESCO, il faut le rappeler, a en effet porté, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un message essentiel, celui de la stigmatisation des idéologies racistes. Cette organisation, votre organisation, a sollicité les meilleurs spécialistes de sciences humaines de l'époque et des textes fondamentaux dénonçant le recours à la notion de race ont été diffusés sous ces auspices entre 1950 et 1978. Étaient ainsi visés l'antisémitisme et les différentes formes de racisme dont étaient victimes les peuples d'Afrique et d'Asie. Mais la diversité et la perversité des schémas racialistes et de leur instrumentalisation dans des politiques discriminatoires méritent une attention toujours renouvelée et partout. C'est cette attention qui a trop longtemps fait défaut en ce qui concerne la région des Grands Lacs de l'Afrique orientale. L'UNESCO a certes accompagné le passage difficile à l'indépendance de pays comme le Rwanda et le Burundi, où le nombre des cadres formés était dérisoire au début des années 1960. J'ai moi-même
eu la joie de travailler à Bujumbura de 1965 à 1968 dans une école normale supérieure fondée avec l'appui de l'UNESCO, où nous avions la tâche de former donc la première génération de professeurs burundais du secondaire. Mais les recherches sur cette région d'Afrique ont trop longtemps été piégées par des clichés raciaux forgés depuis le début de la période coloniale. Les historiens de l'Afrique soulignent de plus en plus que ce continent a participé à l'histoire universelle bien avant que l'on parle de mondialisation, mais pour le meilleur ou pour le pire. Au Rwanda, hélas, ce ne sont pas seulement des innovations techniques venues d'Europe qui ont circulé, mais aussi des schémas racistes qui y ont été aussi intériorisés. Les anciens clivages sociaux de ce pays ont été systématiquement interprétés, enseignés, utilisés en termes de race. Les Rwandais, Banyarwanda, les Rwandais, Hutus et Tutsis, se sont retrouvés déchirés en prétendues races dites bantoues et hamitiques. D'une part, un peuple Hutu, je mets des guillemets, présenté comme autochtone et le seul vraiment rwandais, face à, entre guillemets, une minorité Tutsi, présentée comme issue d'une conquête venue d'Éthiopie et racialement supérieure. Cette vision grotesque sur le plan scientifique, mais porteuse de division, de violence et de mort, a été reprise après l'indépendance et instrumentalisée au profit, cette fois, d'un pouvoir Hutu, souligne, je ne dis pas les Hutus, d'un pouvoir Hutu par la République indépendante. Le Rwanda a ainsi été bloqué durant un siècle dans une pensée socio-raciale officielle. Cela s'est traduit des années 1960 aux années 1990 par des discriminations, des quotas et périodiquement des violences orchestrées contre le bouc émissaire Tutsi. C'était un véritable racisme d'État dont les partenaires étrangers du Rwanda se sont accommodés jusqu'à la veille du génocide, malgré les nombreuses critiques publiées sur ce sujet depuis une quarantaine d'années. Mesure-t-on la désespérance des intellectuels connaissant cette région devant l'obstination de nombre d'officiels et de médias à lire le processus conduisant à un génocide en termes de guerre tribale? Or, non. Le génocide de 1994 n'a pas été une guerre ethnique, ni l'expression d'une sauvagerie atavique, ni le dégât collatéral d'une guerre civile à somme nulle, ni le fruit d'une décision tactique improvisée en une semaine. Bref, comme si c'était un objet non identifié qui serait venu, comme écrivait Paul Ricoeur, de ces profondeurs abyssales où tous les chats sont gris. Il a été, le génocide, le produit, ça a déjà été dit plusieurs fois cet après-midi, le produit d'un projet politique raciste dûment préparé, visant à exterminer les Rwandais Tutsis et à casser en même temps toute opposition chez les Rwandais Hutus. Il reflète, le génocide, en fait, une vision totalitaire consistant à déchirer définitivement la collectivité multiséculaire des Banyarwanda. Une utopie de mort, hélas, bien moderne. Aujourd'hui, donc, il n'est plus supportable d'entendre commenter cette tragédie seulement en termes de compassion, alors que c'est avant tout un décryptage de l'aveuglement de l'époque qui s'impose. La commémoration doit se prolonger dans un travail de vérité. Comme écrivait en 1991 mon regretté collègue Pierre Vidal-Naquet dans son ouvrage sur les assassins de la mémoire, il ne suffit pas dans cette affaire d'avoir globalement raison, il faut inlassablement travailler. Cela concerne au premier chef les secteurs de la science, de la culture et de l'éducation, et évidemment,
Je pense à l'UNESCO et je dois à nouveau, effectivement, évoquer l'UNESCO pour remercier ici sa division de la communication qui, en 1995, a apporté une aide décisive dans la publication d'une enquête que nous avions menée sur les médias du génocide au Rwanda. Ce chantier de la quête de vérité doit continuer. Ce n'est pas facile. Le devoir d'histoire, dans sa dimension critique, est d'une nature plus délicate encore que le travail de mémoire, trop souvent confronté, on le sait, aux passions et aux enjeux politiques. Hélas, inévitable donc face à de telles tragédies. La société rwandaise a en tout cas besoin de notre compréhension et de notre soutien dans son effort actuel de reconstruction nationale entre la mémoire de son passé et la définition de son avenir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute. Et maintenant, j'invite sur scène Monsieur Marcel Kabanda, président d'Ibuka France. Monsieur Kabanda. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le président du conseil exécutif de l'UNESCO, Monsieur le président de la conférence générale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda en France et délégué permanent auprès de l'UNESCO, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi un honneur de prendre la parole dans cette maison que je connais pour y avoir servi quelque temps, mais sur un sujet dont j'ai rarement parlé ici. Il y a aujourd'hui 50 ans, un ressortissant suisse, engagé comme volontaire et mis à la disposition du gouvernement rwandais par l'UNESCO pour enseigner le français dans un lycée prestigieux, le groupe scolaire de Butare, pour ceux qui connaissent le Rwanda, est témoin d'un des premiers grands massacres des Tutsis dans ce pays. Il s'appelle Gilles Villemin. En fin décembre 1963, un groupe d'exilés armés pénètre au Rwanda à partir du pays voisin, le Burundi. Il est vite stoppé par la garde nationale, appuyée par les soldats belges de la coopération militaire. Mais très vite, une violence contre les Tutsis embrase le pays. Plusieurs Tutsis sont arrêtés et rapidement fusillés le même jour. Dans la région de Gikongoro, au sud du pays, région voisine du lycée où travaillait Jules Villemin, sous la supervision des cadres de l'administration civile et du parti, des bandes armées de machettes, de lances et de bâtons parcourent les collines, brûlent les cases des Tutsis, tuent, jettent les corps des victimes dans les rivières, pillent. Des mères de famille affolées par le déchaînement de la violence rassemblent leurs enfants dans les cases et y mettent le feu. Les rescapés fuient dans les postes de mission catholiques ou protestantes les plus proches. D'autres, ceux qui le peuvent, traversent la frontière en direction du Burundi. La tempête a duré un peu plus d'une semaine. Elle a fait près de 8000 morts. Lorsque M. Villemin apprend que l'on tue à côté de chez lui, il décide de s'y rendre. La route qui y mène traverse des rivières. Sous les ponts, il voit des corps charriés par les eaux et échoués sur les rochers ou dans les roseaux au bord de l'eau.
Dans une mission transformée en camp de réfugiés, la mission de Kianika, il observe la peur sur les visages, les blessures faites à coups de machette ou de massue, que 2 infirmières, une française et une allemande, tentent de soigner. Il est surtout témoin de la pression exercée sur les supérieurs de la mission par l'administration locale et par les autorités de Kigali, afin qu'ils renvoient les réfugiés sur les collines où les tueurs les attendent pour finir le travail. Scandalisés par la souffrance des réfugiés, par le cynisme des autorités, mais aussi et surtout par la passivité de ses collègues expatriés, M. Villemin décide de rompre le silence et de dénoncer le désastre. Il envoie son premier témoignage au journal Le Monde, qui le publie dans son édition du 4 février. Mais il estime cela insuffisant. Il décide de donner sa démission le 7 février. Il veut que sa lettre soit rendue publique. On peut y lire. Pendant ces jours, on a assassiné Kiete Mututsi. Il ne s'agit pas d'un mouvement spontané, mais d'une extermination organisée. Tous Sikhs, les caractéristiques du génocide sont réunies. En conséquence, il ne m'est pas possible de rester au service d'un gouvernement responsable d'un génocide. Je ne peux partager l'indifférence et la passivité de la grande majorité des Européens d'ici, des agents de l'assistance bilatérale ou multilatérale. Je la considère comme complicité objective. Comment pourrais-je enseigner, dans le cadre d'une aide de l'UNESCO, dans des écoles dont les élèves ont été assassinés pour l'unique raison qu'ils étaient Tutsis? Comment pourrais-je enseigner à des élèves qu'on assassinera peut-être dans quelques mois ou dans quelques années? J'ai revu cet homme après le génocide chez lui à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Il regrette amèrement d'avoir eu raison. Les survivants des massacres de 1964 ont été assassinés en 1973 ou en 1994. Les condamnations des premières heures avaient été très fortes. Le philosophe, mathématicien, prix Nobel Bertrand Russell avait appelé à faire cesser le massacre d'hommes le plus horrible et le plus systématique auquel il ait été donné d'assister depuis l'extermination des Juifs par les nazis d'Europe. Même le Vatican s'en était ému. Dans un télégramme du 6 février 1964, le pape Paul VI exprime sa profonde préoccupation face à une telle manifestation de haine raciale au Rwanda. Citant des sources dignes de foi, Radio Vatican dénonce le plus terrible génocide systématique au cœur de l'Afrique. Nous sommes en 1964. La suite, on la connaît. Les familles des victimes devaient garder le silence, ne rien réclamer, ne rien demander. Aucune ne fut informée de la mort du parent, ni de l'endroit où son corps avait été jeté. Et ils ont vécu dans la peur, dans l'humiliation, dans la stigmatisation, traités de cafards, de serpents. La Vulgate du peuplement en 3 phases et de 3 races reçut ses lettres de noblesse pendant la Première et la Deuxième République. Dans les écoles, elle a tenu lieu de l'enseignement de l'histoire. En politique, elle a défini un mode de gouvernement basé sur la discrimination et l'exclusion des Tutsis. Mais par-dessus tout, il y a eu l'institutionnalisation de 2 figures du Tutsi, celle de l'ennemi de l'intérieur, une sorte de 5e colonne, et celle du bouc émissaire en situation difficile. En 1994, le régime de Kigali est confronté à 2 écueils. Le réveil des exilés, d'une part, et la demande d'ouverture au pluralisme démocratique, d'autre part. La propagande proche du pouvoir invite à recommencer l'expérience de 1964. Le Tutsi est défini comme un ennemi intérieur, un complice, accusé de tous les échecs de la société. En décembre 1990, 10 commandements, ils sont appelés ainsi,
invite les Bahutus à se séparer de leurs femmes, de leurs associés et de leurs amis Tutsis. Face à ce qui est présenté comme un péril Tutsi, les leaders Hutus des partis de l'opposition sont dénoncés comme des traîtres. Contre le pluralisme, la propagande prêche l'unité des Bahutus. Contre les négociations de paix, elle oppose la mobilisation pour une guerre des races. Un affrontement final entre les Hamites et les Bantous est préconisé. Résultat, plus d'1 million de morts, un grand nombre de veuves, d'orphelins, tous vivant avec un véritable handicap du traumatisme physique et psychique, un grand nombre de réfugiés. Après le génocide, le stock de préjugés raciaux anti-Tutsis a débordé des frontières. Il fait des ravages au Congo aujourd'hui. On le côtoie ici, en Europe, en France, où il est relayé dans des articles de presse et dans différentes publications. Pourtant, la Shoah n'a pas prouvé qu'il existait une différence entre les Aryens et les Sémites. Va-t-on aujourd'hui, comme dans les années 60, laisser prospérer cette idéologie de la mort? Le préjugé racial est une plante qui fleurit sur le terreau de l'ignorance. Il se diffuse sans entrave lorsque l'information manque. L'UNESCO peut faire quelque chose. Un savoir a été accumulé depuis 20 ans. Il existe une riche documentation. Il faut la protéger, la rassembler, en assurer l'accès dans des conditions appropriées. L'ambassadeur Lopez a parlé d'afficher la page. Ces pages existent. Encore faut-il les rassembler, mais aussi les expliquer. Il manque l'élaboration d'ouvrages moins savants ou de matériel adapté à l'usage des enseignants dans nos écoles, au Rwanda, dans la région et ailleurs. Plus jamais ça suppose le combat contre l'oubli et le déni. Mais encore faut-il que la mémoire se prolonge dans un travail d'éducation. Je vous remercie. Un jour comme aujourd'hui, la parole doit revenir d'abord aux survivants. De nombreux rescapés sont avec nous, ils sont ici dans la salle. Beaucoup témoignent dans des écoles, partageant avec les jeunes leur expérience. Ils sont la mémoire vivante de ce que le génocide a apporté. L'organisation Voices of Rwanda se consacre à recueillir les mots et à les faire entendre à travers le monde dans un espoir et dans un effort d'éducation et de partage. Nous remercions vivement la délégation des États-Unis qui a fait parvenir à l'UNESCO certains de ces témoignages. Nous saluons également la présence parmi nous du directeur de Voices of Rwanda, le brillant journaliste et réalisateur Taylor Krauss,